Imaginez-vous dans un monde antique où les fleuves Nil et Euphrate n'étaient pas seulement des sources de vie, mais les artères de grandes civilisations. À l'horizon, des pyramides majestueuses s'élèvent, leurs pierres scintillantes reflétant la lumière du soleil comme si les dieux eux-mêmes avaient dicté leur construction. À Babylone, le bruit de l'eau ruisselant sur d'incroyables terrasses superposées résonne. La statue de Zeus s'érige avec une telle grandeur qu'il semble que son sourire anime le temps lui-même. Ce monde était empli de mystères, d'aspirations et d'une soif infinie de laisser une empreinte dans l'histoire. Les 7 merveilles du monde ne sont pas simplement des constructions, elles sont l'incarnation de l'ambition, du génie et de la foi en l'immortalité de l'esprit humain. Elle semblait dire « Regardez ce dont nous sommes capables, on ne nous oubliera jamais ». Cette liste, parvenue jusqu'à nous depuis les profondeurs des âges, est devenue une sorte de symbole de la volonté indomptable de l'homme, de sa capacité à surmonter l'impossible. Mais comment est née l'idée de rassembler précisément 7 merveilles ? Les racines de cette liste remontent à l'Antiquité, époque où le monde était gouverné par des philosophes, des voyageurs et des savants qui cherchaient à classer et à appréhender tout ce qui les entourait. Hérodote, surnommé le père de l'histoire, et ses disciples furent les premiers à décrire les grandes créations de cette époque. Cependant, la liste définitive fut formée un peu plus tard, grâce aux travaux de Callimaque de Cyrène, bibliothécaire de la bibliothèque d'Alexandrie. Pourquoi 7 exactement ? Dans le monde antique, ce chiffre était considéré comme sacré, symbolisant la plénitude et la perfection. Ces merveilles apparurent à une époque où les civilisations atteignaient des sommets sans précédent en architecture, en ingénierie et en art. Les pharaons égyptiens, les souverains de Babylone et les tyrans grecs utilisèrent leurs richesses pour ériger des édifices qui devaient traverser les siècles. Mais il est important de se rappeler qu'ils n'étaient pas construits simplement pour leur beauté. Les pyramides étaient l'incarnation d'une grandeur divine, adorée par des millions de personnes. Le monde qui les entourait était très différent d'aujourd'hui. Imaginez des caravanes traversant des sables désertiques infinis pour acheminer des matériaux précieux destinés à la construction. Des marins conquérant des eaux agitées. Le colosse de Rhodes, c'est une part d'histoire qui montre jusqu'où peut aller un homme guidé par un rêve et par l'aspiration à une gloire immortelle. Les 7 merveilles du monde sont un pont entre le passé et le présent. Elles ne racontent pas seulement les réalisations de ces époques, mais nous rappellent aussi que les rêves sont capables de traverser les siècles. Embarquons maintenant pour un voyage dans le temps et découvrons comment chacune de ces constructions grandioses a vu le jour, qui les a créées et pourquoi, et comment elles ont changé le monde. Transportons-nous maintenant en Égypte, terre où commença l'histoire des merveilles du monde. Parmi les sables et le soleil brûlant du désert s'élève une structure monumentale qui continue de frapper par sa grandeur, la Grande Pyramide. Unique survivante des 7 merveilles du monde, la pyramide fut construite vers 2560 avant Jésus, sous le règne du pharaon Khéops. Cette structure, culminant à près de 147 mètres de hauteur, fut la plus grande du monde pendant des millénaires. Aujourd'hui, elle est légèrement moins haute en raison de la perte des couches supérieures de son parement. Mais elle reste un symbole du génie et de l'ambition de la civilisation de l'Égypte ancienne. Le processus de sa construction est un véritable mystère. Pour réaliser la pyramide, il fallut environ 2,3 millions de blocs de pierre, dont le poids total est estimé à 6 millions de tonnes. Chaque bloc, selon sa taille, pesait entre 2,5 et 80 tonnes. Comment les anciens Égyptiens ont-ils déplacé de telles pierres massives ?
Les savants pensent qu'ils utilisaient des traîneaux glissant sur du sable humide pour minimiser le frottement. Des découvertes récentes ont montré que les Égyptiens construisaient des canaux et des plateformes spéciaux pour acheminer les blocs de pierre directement sur le chantier. La pyramide était recouverte de blocs de calcaire blanc lisse qui réfléchissaient la lumière du soleil, la transformant en un phare aveuglant dans le désert. Ce revêtement, hélas, a presque entièrement disparu, mais il rendait autrefois la pyramide véritablement inoubliable. La technologie de construction de la pyramide suscite encore des débats. Certains suggèrent que les blocs étaient élevés à l'aide de rampes droites qui s'allongeaient au fur et à mesure de l'élévation de la pyramide. D'autres sont convaincus que des rampes hélicoïdales ou un système complexe de leviers furent employés. Quelle que soit la méthode, ce fut une merveille d'ingénierie qui force encore aujourd'hui l'admiration. Cependant, la pyramide n'était pas seulement un projet d'ingénierie, elle revêtait une profonde signification spirituelle. Le pharaon Khéops se considérait comme un intermédiaire divin entre la terre et le ciel, et la pyramide était sa tombe. La chambre funéraire centrale, taillée dans du granit, se trouvait au cœur de la pyramide. Elle était protégée par des systèmes complexes de passage et des bouchons de pierre massifs destinés à préserver la sépulture des pillards. Les ouvriers égyptiens qui créèrent cette merveille recevaient nourriture et eau, leur assurant les forces nécessaires pour ce travail harassant. Des fouilles récentes ont révélé que de nombreux ouvriers étaient des artisans qualifiés et non des esclaves comme on l'a cru longtemps. Lorsqu'on évoque la construction de la grande pyramide de Khéops, on ne peut s'empêcher de se demander comment les anciens Égyptiens, sans technologie moderne, ont-ils pu créer une structure aussi grandiose? La réponse réside dans leurs étonnantes prouesses techniques qui surpassaient leur époque. Avant tout, la précision de la conception de la pyramide est saisissante. Ses côtés sont orientés avec une quasi-perfection selon les points cardinaux, et sa base est alignée avec un dénivellement minime. Pour créer une fondation plane, les maîtres utilisaient la technique de nivellement à l'eau, qui permit d'obtenir une stabilité exceptionnelle de la structure. La construction exigeait un calcul et une organisation précis. Les Égyptiens démontrèrent leur maîtrise dans l'utilisation de rampes pour hisser les blocs. L'une des technologies possibles était les rampes hélicoïdales, qui permettaient de réduire l'angle d'inclinaison et de répartir les efforts. Les rampes sont des structures inclinées que les anciens Égyptiens utilisaient pour hisser les lourds blocs de pierre en hauteur lors de la construction de la pyramide. Imaginez une longue pente douce, le long de laquelle on peut tirer une pierre vers le haut. Comment cela fonctionnait-il? Les blocs de pierre étaient placés sur des traîneaux, et ces traîneaux étaient tirés par des ouvriers sur la surface de la rampe pour que les traîneaux glissent plus facilement. Le sable situé en dessous était humidifié, ce qui facilitait le travail. À mesure que la pyramide prenait de la hauteur, la rampe était allongée ou une nouvelle était construite pour continuer à hisser les blocs. Les rampes pouvaient être variées, droites, menant à un flanc de la pyramide, ou hélicoïdales, l'enroulant. Une telle rampe permettait de hisser les pierres progressivement, sans créer une pente trop raide. Lorsqu'un bloc se trouvait à la bonne hauteur, il était intégré à la structure de la pyramide. C'était un système incroyablement laborieux, mais efficace, surtout si l'on considère que les Égyptiens ne disposaient pas de grues modernes. De telles solutions d'ingénierie permirent d'élever des blocs massifs à une hauteur de plus de 140 mètres.
Le travail du granit mérite une admiration particulière. Ces pierres denses et lourdes étaient acheminées de loin et polies jusqu'à une parfaite douceur à l'aide d'outils en cuivre, de sable et d'eau. Cette technologie était incroyablement laborieuse, mais c'est elle qui assura la haute qualité de la finition des pièces intérieures de la pyramide. Les anciens Égyptiens utilisaient également un système de chambre de décharge au-dessus de la chambre funéraire, afin de redistribuer la pression des couches massives de blocs de pierre. Cette solution démontrait leur profonde compréhension de la physique et de la structure des édifices. La grande pyramide de Khéops ne frappe pas seulement par ses dimensions et ses réalisations d'ingénierie, mais elle est aussi entourée de nombreux mythes et énigmes qui captivent l'humanité depuis des millénaires. Ces histoires ne sont pas de simples inventions, elles reflètent notre désir de percer les secrets du passé et de toucher à la grandeur des civilisations anciennes. L'un des mythes les plus populaires est l'hypothèse selon laquelle la pyramide de Khéops serait non pas une simple tombe, mais un dispositif possédant une force énergétique particulière. Certains partisans de cette théorie pensent que la pyramide aurait pu être utilisée pour générer de l'énergie et que sa forme et son orientation par rapport aux points cardinaux auraient une signification spéciale. Par exemple, on retrouve dans ces proportions le soi-disant nombre d'or, une harmonie mathématique que l'on retrouve dans la nature et l'architecture. Ces coïncidences donnent naissance à des hypothèses selon lesquelles les anciens Égyptiens auraient pu posséder des connaissances perdues pour nous. Une autre énigme reste pourquoi l'intérieur de la pyramide est dépourvu de peinture ou de bas-reliefs traditionnels, caractéristiques de la plupart des tombes. Ni dieu, ni scène de la vie après la mort, ni prières dédiées au pharaon n'ont été trouvées dans ces chambres intérieures. Cette absence d'éléments décoratifs soulève de nombreuses questions. Peut-être la pyramide avait-elle une destination rituelle particulière ou son décor intérieur n'était-il pas achevé? Il existe également des mythes liés à des civilisations extraterrestres. Certaines hypothèses suggèrent qu'elle aurait pu être construite par des représentants d'une civilisation extraterrestre. Les partisans de cette idée soulignent l'incroyable précision de l'assemblage des blocs, la masse des pierres et la complexité de leur transport. Bien sûr, cette théorie n'est pas confirmée par des faits scientifiques, mais elle ajoute à la pyramide un halo de mysticisme et d'intrigue. Au XIXe siècle, l'ingénieur britannique Flinders Petrie découvrit plusieurs chambres de décharge au-dessus de la chambre funéraire. Ces espaces furent probablement utilisés pour redistribuer le poids des pierres afin d'empêcher l'effondrement. Cependant, les technologies modernes, telles que le muonographie, ont révélé de nouvelles cavités, dont une immense pièce située au-dessus de la grande galerie. Les savants débattent encore de sa fonction. S'agissait-il d'une autre chambre de décharge, d'une pièce secrète ou d'autre chose? Les légendes entourent également les trésors de Khéops. Dans l'Antiquité, on croyait que le pharaon avait été enterré avec une richesse incroyable, incluant de l'or, des pierres précieuses et des artefacts rares. Cependant, aucun trésor n'a jamais été retrouvé. Il est probable que des pillards aient mis à sac la pyramide dès l'Antiquité, mais certains croient encore que des chambres secrètes cachant ces richesses restent à découvrir. Le lien de la pyramide avec l'astronomie est une autre des grandes énigmes. Certains chercheurs affirment que les 3 grandes pyramides de Gizeh sont disposées de manière à correspondre à la ceinture d'Orion. Ceci est corroboré par des recherches montrant que les anciens Égyptiens accordaient une immense importance à l'astronomie.
De plus, les conduits de ventilation à l'intérieur de la pyramide sont orientés de manière à coïncider avec la position d'étoiles telles que Sirius et Aldébaran, renforçant ainsi l'impression de son lien avec les cieux. De nombreux mystères de la pyramide sont liés à la personnalité du pharaon Khéops. Les historiens débattent encore. Était-ce un souverain despotique qui obligeait des milliers d'ouvriers à construire la pyramide? Ou un leader sage qui inspirait ses sujets à créer ce monument grandiose? Et enfin, l'une des légendes les plus captivantes raconte que la Grande Pyramide recèle les secrets des siècles, que des textes ou des artefacts y sont cachés, révélant les connaissances perdues des anciennes civilisations. La pyramide de Khéops demeure non seulement la plus grande réalisation architecturale, mais aussi un symbole de la quête humaine de l'inconnu. Chaque nouvelle découverte ouvre devant nous toujours plus de questions, faisant d'elle une énigme éternelle qui continue d'inspirer les chercheurs même des milliers d'années après. Après les énigmes et les prouesses d'ingénierie de la Grande Pyramide de Khéops, nous nous transportons dans un monde totalement différent, un oasis verdoyant qui aurait surgi au milieu des sables de l'antique Babylone. Les jardins suspendus de Sémiramis, deuxième des 7 merveilles du monde, devinrent le symbole du rêve humain d'harmonie entre la nature et l'architecture. Mais étaient-ils une réalité? Les jardins suspendus étaient décrits comme une structure grandiose, des cascades de terrasses plantées de fleurs, d'arbres et d'arbustes qui créaient l'illusion qu'ils suspendaient dans l'air. Selon les légendes, les jardins furent construits par le roi Nabuchodonosor II au VIe siècle avant Jésus. Les jardins devaient non seulement embellir le palais, mais aussi symboliser la puissance du roi qui soumettait la nature à sa volonté. Cependant, la première chose qui suscite le doute est l'absence de mention des jardins dans les textes de l'époque de Nabuchodonosor lui-même. Les chroniques de cette période, y compris les tablettes cunéiformes, racontent en détail la construction de palais, de temples et de canaux, mais ne mentionnent nulle part ces jardins merveilleux. Les premières descriptions des jardins n'apparirent que plusieurs siècles plus tard dans les écrits d'auteurs antiques comme Strabon et Diodore de Sicile. Ils ont pu s'appuyer sur des légendes orales ou des interprétations erronées d'écrits plus anciens. Une autre question est de savoir comment, en plein désert, il aurait été possible de créer un système d'irrigation aussi complexe. Selon les légendes, l'eau était acheminée sur les terrasses supérieures à l'aide d'un mécanisme ressemblant à la vis d'Archimède, un dispositif qui élevait l'eau à une grande hauteur. Ce système aurait dû alimenter en permanence d'immenses terrasses couvertes de plantes, ce qui aurait nécessité un niveau de connaissance hydraulique incroyable. Cependant, aucune preuve de l'existence d'un tel mécanisme à Babylone n'a encore été trouvée. Une autre hypothèse déplace les jardins de Babylone à Ninive, capitale de l'Empire assyrien. Les historiens estiment que le créateur des jardins aurait pu être le roi assyrien Sennachérib, célèbre pour ses réalisations d'ingénierie. À Ninive, des traces d'un système complexe de canaux et d'aqueducs ont bien été découvertes, qui auraient pu être utilisés pour l'irrigation. Ces découvertes rendent la version de Ninive plus plausible que la légende traditionnelle de Babylone. La question de l'origine du nom « Jardin de Sémiramis » est tout aussi mystérieuse. En l'honneur de qui sont-ils nommés? Sémiramis est une figure plus mythologique qu'historique. Son image incarne la force, la beauté et la sagesse, mais aucune confirmation réelle de son existence n'existe. Les savants pensent que le nom de Sémiramis aurait pu être attribué au jardin plus tard pour les lier à la légendaire reine. Mais apprenons-en un peu plus sur qui fut cette Sémiramis.
Sa figure est entourée de mythes et d'énigmes, et elle reste l'une des femmes les plus étonnantes de l'Antiquité. Sémiramis, ou Shamiram, comme on l'appelait en Assyrie, fut une personnalité historique réelle. Elle fut l'épouse du roi assyrien Samsi-Adad V, qui régna au IXe siècle avant Jésus-Christ. Après la mort de son mari, elle devint régente pour son fils Adad-Nirari III, prenant temporairement en charge la direction de l'un des empires les plus puissants de l'époque. Ce fait, à lui seul, la rend unique pour une époque où les femmes jouaient rarement un rôle actif en politique. Cependant, son histoire ne se limite pas à des faits secs. Les historiens grecs et romains, tels que Diodore de Sicile et Hérodote, transformèrent Sémiramis en une figure quasi mythique. Dans leur description, elle apparut comme une femme sage, puissante et incroyablement belle, dont les exploits frôlaient la légende. Son nom fut associé à la fondation de Babylone et à la construction de murailles, de temples et de palais. Beaucoup crurent qu'elle fut l'inspiratrice, voire la créatrice, des jardins suspendus, qui devinrent l'une des 7 merveilles du monde. Sémiramis fut également dépeinte comme une stratège militaire habile, qui élargit les frontières de l'Empire. Selon une légende, elle tenta même de conquérir l'Inde, mais, rencontrant une forte résistance, fut forcée de battre en retraite. D'autres récits soulignent sa sagesse et sa capacité à trouver une issue aux situations les plus difficiles, grâce à quoi elle resta au pouvoir dans un monde où régnaient des hommes forts. Les légendes sur son origine ajoutent aussi à son mystère. Selon une histoire, elle était la fille de la déesse Derketo, qui abandonna sa fille nouveau-née à son sort. La jeune fille fut trouvée par un berger, puis remarquée et épousée par un roi. Ce récit mythique fut probablement ajouté plus tard pour souligner son origine divine et sa grandeur. Cependant, bon nombre de ses exploits décrits dans les textes antiques ne sont pas confirmés par des données historiques. Les historiens pensent que son rôle réel fut plus modeste. En tant que régente, elle administra le pays pendant une période d'instabilité et renforça le pouvoir de son fils. Néanmoins, son nom est devenu un symbole de la force et du leadership féminin. Sémiramis est devenue une image composite, intégrant les traits de diverses femmes influentes et dirigeantes. Elle fut et reste une légende, incarnant la beauté, la sagesse et la puissance. Ses réalisations furent exagérées, mais elle inspire encore aujourd'hui, restant un exemple de la manière dont une légende peut surpasser la réalité. À quoi auraient pu ressembler les jardins suspendus de Sémiramis s'ils ont réellement existé? Les descriptions des jardins, conservées dans les écrits des auteurs antiques, inspirent les chercheurs et les artistes à créer leur image. Les reconstitutions, basées sur les textes et les connaissances d'ingénierie de l'Antiquité, permettent d'imaginer à quoi cet oasis verdoyant aurait pu ressembler. Imaginez une structure massive à plusieurs niveaux, construite en briques ou en pierre. Chaque terrasse soutenue par de solides colonnes et arches. Les fleurs, les arbres, les plantes étaient disposés de manière à ce que des cascades de verdure descendant des terrasses supérieures créent l'illusion de jardins suspendus flottant dans l'air. Les terrasses étaient reliées par des escaliers ou des allées inclinées, permettant aux habitants du palais et aux invités de se promener parmi la végétation luxuriante. L'élément central du jardin était probablement un système complexe d'approvisionnement en eau. Les textes antiques décrivent un mécanisme qui acheminait l'eau depuis le fleuve jusqu'au sommet de la structure. Il s'agissait peut-être d'un mécanisme en forme de vis ou d'une série d'ascenseurs hydrauliques qui élevaient l'eau vers les terrasses supérieures. Ensuite, l'eau s'écoulait par des cascades ou de petits ruisseaux arrosant les plantes à chaque niveau. Le bruit de l'eau courante créait une atmosphère de calme, emplissant les jardins des sons de la nature. Les jardins représentaient probablement un contraste saisissant avec le paysage désertique environnant.
La végétation pouvait inclure des arbres et des fleurs exotiques importés de diverses régions, comme la Médie, patrie de la reine Amytis. Peut-être parmi les plantes qui y poussaient se trouvaient-elles des grenadiers, des cyprès, des palmiers dattiers, du jasmin et des roses, ce qui ajoutait non seulement de la beauté, mais aussi du parfum remplissant l'air. Pour assurer la solidité des constructions, on utilisait de l'asphalte et des briques cuites, caractéristiques de l'architecture babylonienne. Une couche d'isolation en pierre et en roseau, imprégnée de résine, pouvait empêcher les fuites d'eau, ce qui était particulièrement important pour maintenir les terrasses en bon état. Les jardins étaient sans doute entourés de hauts murs, les protégeant du soleil brûlant et du vent du désert. Le soir, lorsque le soleil se couchait à l'horizon, les jardins pouvaient s'emplir de teintes dorées du crépuscule, les rendant encore plus majestueux. Peut-être trouvait-on dans les jardins des fontaines, des statues et des bancs pour se reposer, transformant ce lieu en un véritable paradis pour l'élite dirigeante. Bien que tous ces détails restent hypothétiques, les reconstitutions permettent de visualiser à quel point cet oasis merveilleux aurait pu être magnifique et étonnant. Les jardins suspendus de Sémiramis, s'ils ont réellement existé, furent non seulement un symbole d'ingénierie, mais aussi l'incarnation du rêve d'harmonie entre la nature et le génie humain. Après la magnificence et les mystères des jardins suspendus, nous nous transportons en Grèce, terre de philosophie, d'art et de profond respect pour ses dieux. Au cœur de cette civilisation, dans la sacrée Olympie, se trouvait l'une des 7 merveilles du monde, la statue de Zeus, qui devint l'incarnation de la grandeur et de la puissance du dieu suprême du panthéon grec, dieu du tonnerre et des éclairs, ainsi que protecteur de l'ordre et de la justice. Olympie, où se trouvait le principal sanctuaire de Zeus, devint le symbole de l'unité des cités grecques. On y accomplissait non seulement des rites religieux, mais on y organisait aussi les Jeux olympiques qui se déroulaient en son honneur. Les Jeux servaient non seulement de compétition sportive, mais aussi de propagande des idéaux d'harmonie entre l'esprit et l'âme, idéaux associés à Zeus. La statue de Zeus, créée par le célèbre sculpteur Phidias vers 435 avant Jésus-Christ, n'était pas seulement une œuvre d'art, elle devint le symbole du pouvoir absolu de Dieu sur le monde. La hauteur de la statue atteignait environ 12 mètres, ce qui en faisait l'une des plus grandes sculptures de l'Antiquité. Zeus était représenté assis sur un trône. Sa silhouette imposante incarnait la grandeur et la puissance. Dans une main, il tenait une statuette de Niké, la déesse de la victoire, symbolisant le triomphe, et dans l'autre, un sceptre surmonté d'un aigle qui représentait son pouvoir sur la terre et le ciel. Le trône lui-même était un véritable chef-d'œuvre, orné d'ivoire et de pierres précieuses. Sur sa surface, Phidias représentait des scènes de la mythologie grecque, soulignant l'origine divine de Zeus et ses victoires sur le chaos. Cette combinaison de matériaux raffinés et de sculptures détaillées rendait la statue incroyablement impressionnante, surtout lorsqu'elle était combinée à la douce lumière tombant des fenêtres du temple. Pour les Grecs, la statue était non seulement un objet de culte, mais aussi l'incarnation d'un idéal. Elle symbolisait l'harmonie entre le divin et l'humain, montrant comment l'art peut refléter la grandeur des dieux. La silhouette majestueuse de Zeus inspirait la crainte et la vénération, rappelant sa force et son pouvoir. Le temple de Zeus à Olympie devint un lieu de pèlerinage où affluaient des gens de toute la Grèce pour venir admirer ce chef-d'œuvre. La statue de Zeus rappelait la force et l'unité des Hellènes, ainsi que l'importance de la religion dans leur vie. Pour les Grecs de l'Antiquité, ce n'était pas seulement une image de Dieu, mais aussi un symbole de leur culture, de leur foi et de leur aspiration à la perfection.
La création de la statue de Zeus à Olympie fut l'un des projets les plus complexes et ambitieux de l'Antiquité, qui démontra le talent incroyable des sculpteurs de la Grèce antique. Phidias, maître renommé de son époque, appliqua des techniques artistiques et d'ingénierie uniques pour créer non seulement une statue, mais une image qui inspirerait la vénération et rappellerait la puissance divine de Zeus. La base de la sculpture était en bois, servant de squelette pour fixer les autres matériaux. Des inserts et des raccords spéciaux, traités avec des composés résistants à l'humidité, étaient utilisés pour renforcer la structure. Le cadre était dissimulé sous des couches d'or et d'ivoire, créant, en passant aux détails, notons que l'ivoire, traité avec des composés spéciaux, donnait à la peau de Zeus une teinte naturelle et un éclat. Les feuilles d'or les plus fines étaient utilisées pour donner de la vivacité et du brillant aux vêtements de Zeus. Ce matériau symbolisait l'éclat divin et chaque détail de ses armures, sandales et manteaux était orné de petits ornements qui renforçaient la sensation de richesse et de pouvoir. Sur le trône lui-même, Phidias représenta des scènes de mythologie, y compris des scènes de la bataille des dieux et des titans, soulignant la nature victorieuse de Zeus. Le trône lui-même n'était pas une simple base, mais une œuvre d'art autonome. Il était incrusté de pierres précieuses, et sur le dossier et les accoudoirs du trône, Phidias créa des représentations sculptées de héros mythologiques, symbolisant le pouvoir et la sagesse. Il y avait des allusions à l'aigle et aux éclairs, attributs de Zeus lui-même. Chacune des sculptures n'était pas simplement décorative, mais racontait une histoire reliant Zeus à son rôle de dieu suprême. Les détails de la statue soulignaient sa grandeur. La lumière tombant à travers les fenêtres fut soigneusement planifiée pour éclairer la silhouette de Zeus de telle sorte qu'il apparaisse radieux, comme vivant. L'effet était renforcé par la réflexion de la lumière sur les surfaces dorées et en ivoire, créant une atmosphère mystique. L'atelier de Phidias à Olympie, où la statue fut créée, était équipé des dernières technologies de l'époque. Les meilleurs artisans y travaillaient, s'occupant du traitement des métaux, de l'ivoire et du bois. Les restes de moules et d'outils découverts dans cet atelier témoignent de la difficulté et de la précision du processus de création de la statue. L'histoire de la statue de Zeus à Olympie se termina tragiquement et reste une énigme que les chercheurs tentent encore de percer. Ce chef-d'œuvre de l'art antique, créé pour célébrer le dieu suprême des Grecs anciens, traversa des siècles d'admiration, mais disparut finalement, ne laissant derrière lui que des souvenirs et des légendes. Pendant plusieurs siècles, la statue de Zeus décora le temple d'Olympie, attirant des pèlerins de toute la Grèce et d'autres régions de la Méditerranée. Elle était non seulement un objet religieux, mais aussi un symbole de grandeur culturelle. Cependant, avec le déclin des Jeux olympiques et l'interdiction des rites païens en 394 de notre ère par décret de l'empereur Théodose Ier, le temple de Zeus perdit sa signification. Avec le temps, ces structures commencèrent à se dégrader, laissant la statue sans protection adéquate. Le sort de la statue elle-même reste encore aujourd'hui sujet à débat. Une des versions prétend qu'au 5e siècle de notre ère, la statue fut transférée à Constantinople, capitale de l'Empire romain d'Orient. Là, elle aurait été installée dans un palais pour continuer d'inspirer les gens par sa beauté et sa grandeur. Cependant, en 475, un grand incendie éclata à Constantinople, détruisant de nombreuses constructions et objets de valeur, y compris probablement la statue de Zeus. Cet incendie est considéré comme l'une des causes possibles de sa disparition.
D'autres chercheurs supposent que la statue aurait pu rester à Olympie et être détruite à la suite de catastrophes naturelles. Les tremblements de terre, qui se produisirent à plusieurs reprises dans cette région, détruisirent le temple de Zeus et les bâtiments environnants. Si la statue était réellement restée à sa place d'origine, elle aurait pu être endommagée ou détruite sous les décombres du temple. Il existe également une version selon laquelle la statue aurait été détruite par des fanatiques chrétiens qui, à la fin de l'Antiquité, cherchaient à détruire les symboles de la religion païenne. L'or et l'ivoire utilisés pour sa création auraient pu être démontés et réutilisés, ce qui aurait également pu contribuer à sa disparition. Les découvertes archéologiques dans l'atelier de Phidias, où la statue fut créée, permettent de reconstituer certains détails de son apparence et de sa technologie de fabrication. Cependant, aucun fragment physique de la statue elle-même n'a jamais été retrouvé, ce qui en fait l'une des plus grandes pertes du patrimoine culturel. Aujourd'hui, nous ne pouvons voir que les ruines du temple de Zeus à Olympie, qui fut autrefois le siège de cette majestueuse culture. Sa mémoire, qui continue de vivre grâce aux textes antiques, aux descriptions des voyageurs anciens et aux reconstitutions des artistes modernes, n'en est pas moins importante. La disparition de la statue est devenue un symbole de la façon dont même les plus grandes créations artistiques peuvent être perdues par le temps, ne laissant derrière elles que des souvenirs et de l'inspiration pour les générations futures. Après la grandeur de la statue de Zeus à Olympie et la sagesse du Dieu suprême, nous nous transportons en Asie mineure, dans l'antique Éphèse, pour découvrir une autre merveille du monde. Le temple d'Artémis, ce temple grandiose dédié à la déesse de la nature, de la chasse et de la fertilité, n'était pas seulement un objet religieux. Il devint l'incarnation du savoir-faire artistique et d'ingénierie, ainsi qu'un centre de la vie culturelle et économique du monde antique. Le temple d'Artémis était considéré comme une merveille du monde, avant tout en raison de ses dimensions et de sa majesté. Construit au VIe siècle avant Jésus-Christ, il devint le plus grand temple de son époque, dépassant largement en taille même le célèbre Parthénon d'Athènes. C'était un édifice de dimensions incroyables. La longueur du temple dépassait 115 mètres, sa largeur environ 55 mètres et la hauteur des colonnes atteignait 20 mètres. Au total, 127 colonnes, disposées en plusieurs rangées, soutenaient le temple, créant l'impression d'une forêt grandiose de marbre. Ces colonnes ne servaient pas seulement de support, mais symbolisaient aussi l'harmonie entre la nature et l'art humain. Cependant, ce ne sont pas seulement ses dimensions qui rendaient le temple d'Artémis spécial. Son importance pour les habitants d'Éphèse et pour le monde grec tout entier était immense. Artémis était l'une des déesses les plus vénérées du panthéon grec, incarnant la fertilité, la protection des femmes et l'harmonie avec la nature. Éphèse était considérée comme sa ville sainte, et le temple comme le lieu où la déesse manifestait sa force et sa bienveillance. Les habitants de la ville croyaient qu'Artémis était leur protectrice. Le temple devint un lieu de pèlerinage pour les gens de toute la Grèce et d'autres régions qui venaient y faire des offrandes et rendre hommage à la déesse. Le temple d'Artémis n'était pas seulement un centre religieux, mais aussi un symbole culturel. Sa construction et son entretien démontraient la richesse et la puissance des souverains d'Éphèse. Artisans et voyageurs y affluaient, apportant leurs marchandises, leurs idées et leurs coutumes. Le temple devint un carrefour, reliant diverses cultures et régions, renforçant le rôle d'Éphèse en tant que centre international.
L'emplacement unique du temple soulignait également son importance. Il fut construit sur un terrain marécageux, mais un tel lieu ne fut pas choisi par hasard. Il symbolisait le lien d'Artémis avec la nature, son pouvoir sur la terre et l'eau. Le marais, pensait-on, protégeait le temple des tremblements de terre dévastateurs, ce qui confirmait sa signification mythologique. Ainsi, le temple d'Artémis n'était pas seulement une merveille du monde. C'était un lieu incarnant à la fois le savoir-faire d'ingénierie et une profonde foi en la déesse, qui incarnait l'espoir, la protection et la prospérité. Les gens venaient ici non seulement pour les rituels, mais aussi pour ressentir le contact avec quelque chose de grand, de divin, d'impérissable. Le temple d'Artémis à Éphèse n'était pas seulement grandiose par ses dimensions, mais aussi stupéfiant par la beauté et l'élégance de ses solutions architecturales. Ses constructeurs et sculpteurs utilisèrent des méthodes novatrices et des matériaux raffinés pour créer un temple qui devint un symbole de la perfection de l'architecture grecque antique. Le temple était dédié à Artémis, l'une des déesses les plus vénérées du panthéon grec. Elle incarnait la nature, la chasse, la fertilité et la protection des femmes. Artémis était une déesse à qui l'on s'adressait pour obtenir de l'aide lors de l'accouchement et pour la protection des jeunes filles vierges. Et son lien avec la nature était souligné par l'image d'une chasseresse entourée d'animaux sauvages. À Éphèse, elle était particulièrement vénérée comme déesse de la fertilité et patronne de la ville, liée à l'abondance et à la prospérité de la région. Ce sont précisément ces aspects de son culte qui trouvèrent un reflet dans l'architecture et la décoration. Le temple fut construit dans le style ionique, réputé pour son élégance et ses proportions. Ces colonnes massives, hautes d'environ 20 mètres, ne soutenaient pas seulement le toit, mais créaient également une impression de légèreté et d'harmonie. Au total, le temple comptait 127 colonnes, chacune d'elles étant recouverte de sculptures représentant des scènes mythologiques, des motifs et des symboles liés à la déesse Artémis. Certaines colonnes étaient si finement décorées qu'elles étaient considérées comme des œuvres d'art en soi. La partie principale du temple était construite en marbre, ce qui lui donnait un éclat au soleil. Des matériaux précieux tels que l'or et l'ivoire furent utilisés pour la création de certains détails, soulignant la richesse et la grandeur d'Éphèse. Les panneaux sculptés, décorant les murs et les portiques, représentaient des scènes des mythes liés à Artémis, à la chasse et à la nature. Ces bas-reliefs n'embellissaient pas seulement le temple, mais racontaient des histoires familières à chaque visiteur. La place centrale dans le temple était occupée par la statue d'Artémis, qui était en elle-même un chef-d'œuvre. Elle était faite d'or et d'ivoire, et ses vêtements étaient recouverts d'images d'animaux et de symboles de fertilité tels que des abeilles et des cerfs. Cela soulignait le lien de la déesse avec la nature et son rôle de protectrice de tout être vivant. La statue, selon les descriptions, avait un aspect solennel et majestueux, inspirant la crainte chez quiconque entrait dans le temple. Une autre caractéristique unique du temple était son toit. Il était couvert de tuiles de terre cuite et orné d'éléments sculpturaux tels que des acrotères, des figures situées au bord et au sommet du toit. Ces sculptures représentaient des créatures mythologiques et des symboles liés à Artémis et ajoutaient encore plus de richesse décorative au temple. Une attention particulière fut portée à l'emplacement du temple. Il fut construit de manière à s'intégrer harmonieusement au paysage environnant. Le temple s'élevait sur une base massive en marbre qui le protégeait de l'humidité du sol marécageux. Cette base elle-même était décorée de sculptures et servait de transition symbolique entre la terre et le territoire sacré dédié à la déesse.
L'espace intérieur était tout aussi impressionnant. Il était conçu pour diriger le regard du visiteur vers la statue d'Artémis. La lumière pénétrait dans le temple par des fenêtres situées en hauteur dans les murs, créant un effet de lueur mystérieuse qui semblait émaner de la statue elle-même. Le sol du temple était recouvert de carreaux de marbre et incrusté de pierres précieuses, ce qui ajoutait encore plus de luxe à la décoration intérieure. Ce chef-d'œuvre de l'architecture antique fut détruit à plusieurs reprises, mais chaque fois restauré, reflétant non seulement le savoir-faire des bâtisseurs, mais aussi la profonde dévotion des habitants d'Éphèse envers leur déesse. La première destruction significative eut lieu en 356 avant Jésus, lorsque le temple fut incendié par Érostrate. Il avait délibérément mis le feu au temple dans l'espoir d'entrer dans l'histoire. L'incendie détruisit les éléments architecturaux et le toit, et endommagea également la statue d'Artémis. Cet acte provoqua une immense colère chez les habitants d'Éphèse et dans le monde grec tout entier. Le nom d'Érostrate fut maudit, et on tenta de l'effacer de l'histoire en interdisant toute mention de lui. Cependant, au lieu de laisser le site en ruine, les habitants d'Éphèse décidèrent de restaurer le temple avec encore plus de luxe. Grâce à de généreux dons de toute la Grèce, ainsi qu'au soutien financier d'Alexandre le Grand, le temple fut reconstruit, encore plus majestueux qu'auparavant, avec des décorations encore plus raffinées et une structure améliorée. Cette restauration devint un symbole de persévérance et de foi, prouvant que la culture et la religion peuvent surmonter même les épreuves les plus difficiles. Mais le drame ne passa pas non plus à côté du temple par la suite. Au IIIe siècle de notre ère, Éphèse fut attaquée par les Goths qui pillèrent la ville et détruisirent le temple. Cet événement marqua un tournant dans son histoire. Le temple ne fut plus jamais restauré dans sa pleine ampleur. À cette époque, l'influence du christianisme dans la région se renforçait et le culte d'Artémis commença progressivement à décliner. Les restes du temple furent utilisés comme matériaux de construction pour de nouveaux édifices, y compris des églises chrétiennes, notamment la célèbre basilique Sainte-Sophie de Constantinople. La destruction finale eut lieu à la suite de catastrophes naturelles, des tremblements de terre qui secouaient la région à plusieurs reprises et détruisirent les restes du temple. Au VIe siècle de notre ère, le lieu où se dressait autrefois l'une des plus grandes merveilles du monde se transforma en ruines abandonnées. Malgré cela, le souvenir du temple d'Artémis continua de vivre dans les textes antiques et les légendes. Au XIXe siècle, les archéologues commencèrent des fouilles à Éphèse, découvrant les restes des fondations du temple ainsi que des fragments de ses colonnes et de ses ornements. Ces découvertes permirent de reconstituer une idée générale de sa grandeur et de son importance. Aujourd'hui, le site où se dressait le temple attire des voyageurs du monde entier. Le lieu où se dressait autrefois le temple d'Artémis à Éphèse est aujourd'hui une zone archéologique située près de la ville moderne de Selçuk en Turquie, l'un des lieux les plus célèbres du monde antique. Bien qu'il ne reste que des ruines du temple lui-même, les visiteurs modernes peuvent voir les traces des fondations, quelques colonnes restaurées et des fragments de blocs de marbre qui rappellent la majestueuse structure d'antan. Passant du temple d'Artémis à Éphèse, nous nous transportons sur la côte de la mer Égée, dans la ville d'Halikarnasse, située sur la côte de la mer Égée. L'actuel Bodrum, en Turquie, abritait l'une des autres merveilles du monde, le majestueux mausolée, construit en l'honneur du roi Mosol et de son épouse Artémisia. Ce monument devint non seulement un symbole d'amour éternel et de dévotion, mais aussi l'incarnation des ambitions des souverains qui cherchaient à laisser leur marque dans l'histoire. Mosol, souverain de Carie, vécut au IVe siècle avant Jésus-Christ.
Ses possessions étaient sous l'influence de l'Empire perse, mais il était de fait un souverain indépendant, naviguant habilement entre les grandes puissances de son époque. Mosol fut un homme politique et un stratège exceptionnel. Il renforça son pouvoir, étendit les frontières de la Carie et transforma Halicarnasse en un centre culturel et économique prospère. L'une de ses principales réalisations fut le transfert de la capitale de la Carie à Halicarnasse, où il entreprit une construction grandiose, y compris le renforcement des palais et, bien sûr, le mausolée, qui deviendrait plus tard légendaire. Cependant, Mausolée n'était pas seulement connu pour son activité politique, mais aussi pour sa relation étroite avec sa femme et sœur Artémisia. Artémisia n'était pas seulement une compagne de famille, mais aussi une partenaire politique. Artémisia fut non seulement une compagne fidèle de Mosol, mais aussi son égale dans l'administration de l'État. Elle se distingua par son intelligence, son éducation et son désir de renforcer la grandeur de la Carie. Ensemble, ils créèrent un héritage culturel qui fascina les contemporains et la postérité. Après la mort de Mosol en 353 avant Jésus-Christ, Artémisia fut dévastée par sa perte. Pour perpétuer sa mémoire et exprimer son amour, elle prit la décision de construire un grandiose mausolée. Ce monument devait non seulement servir de lieu de sépulture, mais aussi symboliser la grandeur de Mosol et de la Carie. Les légendes racontent qu'Artémisia pleura tant la perte de son mari qu'elle but même les cendres de Mosol afin de le porter toujours en elle. Bien que ce fait puisse être une exagération, il souligne la profondeur de son chagrin et de sa dévotion. Pour la construction du mausolée, Artémisia fit appel aux meilleurs artisans et architectes de son temps, dont Satyros et Pythéos, ainsi que les célèbres sculpteurs Scopas, Bryaxis, Léocharès et Timothéos. Elle supervisa personnellement chaque étape pour s'assurer que le mausolée serait une digne commémoration de son mari. Le mausolée d'Halicarnasse ne fut pas seulement une tombe. Il devint un symbole d'amour, de dévotion et d'ambition. Sa construction jeta les bases de futurs chefs-d'œuvre architecturaux et assura le nom de Mosol dans l'histoire. Artémisia entra à jamais dans l'histoire comme une femme capable de transformer son chagrin en le plus grand des arts. Le mausolée d'Halicarnasse devint non seulement le lieu de sépulture du roi Mosol et de son épouse Artémisia, mais aussi un chef-d'œuvre architecturaux exceptionnel qui impressionnait par sa combinaison unique de styles. Son design associait des éléments de l'architecture grecque, carienne et perse, symbolisant la diversité culturelle de la Carie et son lien avec différentes civilisations. La hauteur du mausolée atteignait environ 45 mètres, ce qui en faisait l'un des plus hauts édifices de son époque. Il s'élevait sur une base rectangulaire massive en marbre blanc. La base, qui représentait une plateforme étagée, symbolisait la solidité et la grandeur, créant une base puissante pour l'ensemble de la structure. Au-dessus de la base s'élevaient des rangées de colonnes réalisées dans le style ionique qui entouraient la tombe. Au total, 36 colonnes soutenaient des structures légères et élégantes. Entre les colonnes se trouvaient des panneaux décoratifs avec des bas-reliefs représentant des scènes de mythologie et de grands exploits, soulignant l'idée de la grandeur divine de Mosol. Le toit pyramidal du mausolée attirait une attention particulière. Il était composé de 27 couches étagées qui convergeaient vers un sommet couronné d'une statue représentant un quadrige avec la figure de Mosol. Cette figure, taillée dans le marbre, symbolisait le triomphe et la grandeur de Mosol. Le quadrige, conduit par Mosol lui-même, était l'expression de son pouvoir et de son immortalité, comme s'il s'embarquait pour un voyage éternel.
La décoration sculpturale du mausolée méritait une admiration particulière. 4 sculpteurs renommés, Scopas, Braiaxis, Léocarès et Timothéos, travaillèrent sur les 4 faces du bâtiment, créant des scènes qui reflétaient non seulement la vie de Mosol et d'Artémisia, mais aussi leur héritage culturel. Parmi les représentations les plus célèbres figuraient des batailles d'Amazone, des scènes marines et des scènes impliquant des dieux et des héros. Chaque face du mausolée avait un style unique, reflétant le talent et l'individualité des artistes. Les statues de Mosol et d'Artémisia, réalisées à grandeur nature, étaient placées au sommet du mausolée, soulignant leur rôle de souverains dignes d'adoration. Les détails des sculptures, y compris les plis des vêtements, les expressions des visages et la dynamique des poses, montraient le remarquable. Bien que le mausolée d'Halicarnasse ait été détruit il y a longtemps, des parties de cette magnifique structure ont survécu et donnent une idée de sa grandeur passée. Grâce à ces découvertes, les archéologues et les historiens peuvent comprendre comment la chambre funéraire était construite et apprécier le savoir-faire des architectes et sculpteurs antiques. Parmi les fragments de composition sculptés les plus précieux qui ont survécu, on trouve des panneaux en relief représentant des batailles d'Amazone, des scènes marines et des créatures mythiques. Ces détails ne témoignent pas seulement du talent artistique de l'époque, mais révèlent également le contexte culturel dans lequel le mausolée fut créé, nous donnant une idée de la force et de la puissance du roi Mosol et de son entourage, tout en montrant à quel point les thèmes de la guerre et de l'héroïsme étaient valorisés à cette époque. Les fragments de colonnes et de détails architecturaux ayant conservé des traces de peinture et de sculpture revêtent une importance particulière. Ces éléments confirment que le mausolée combinait plusieurs styles, grec, carien et perse. Par exemple, les chapiteaux corinthiens de l'ordre ionique conservés témoignent de l'influence de l'architecture grecque classique, tandis que certains motifs décoratifs indiquent une influence perse. Cela souligne le statut d'Halicarnasse en tant que carrefour culturel où les traditions de l'Orient et de l'Occident se croisaient. Il existe également des informations sur le toit pyramidal du mausolée. Une partie de la toiture a été retrouvée qui, selon les chercheurs, faisait partie de la toiture. Elle démontre clairement à quel point l'idée de créer une immense pyramide au-dessus de la colonnade, couronnée par la sculpture d'un quadrige, était ambitieuse. Une autre source d'informations sur le mausolée sont les témoignages écrits des auteurs antiques tels que Vitruve et Pline l'Ancien, ainsi que des chroniqueurs et voyageurs plus tardifs. Leurs descriptions, complétées par des découvertes archéologiques, permettent de reconstituer l'aspect général du mausolée et de comprendre le rôle qu'il jouait dans la vie d'Halicarnasse. Les fragments conservés et les descriptions réunies forment une image cohérente du mausolée en tant que chef-d'œuvre d'art et d'ingénierie. Ils nous font prendre conscience du haut niveau de maîtrise des architectes et sculpteurs antiques et nous aident à comprendre l'influence qu'eut cette chambre funéraire sur le développement de l'architecture dans la région méditerranéenne. Le mausolée devint non seulement un monument à la mémoire du roi Mosol, mais aussi un témoignage convaincant de la diversité culturelle et du génie créatif du monde ancien. Après le mausolée d'Halicarnasse, nous nous transportons sur l'île ensoleillée de Rhodes, où se dressait une autre des 7 merveilles, le colosse de Rhodes. Ce monument, célébrant le dieu soleil Hélios, devint un symbole de courage et de force, inspirant non seulement les habitants de l'île, mais tout le monde antique. Rhodes, situé au cœur de la mer Égée, était réputé pour sa position stratégique et sa puissance maritime. En 305 avant Jésus-Christ, la ville subit un siège de 360 jours de la part de Démétrios Poliorcète, souverain de Chypre. Les Rhodiens défendirent leur ville, devenant un symbole de résilience et d'indéfectibilité.
Démétrios, vaincu, fut contraint de laisser derrière lui des machines de siège qui devinrent le trophée des vainqueurs. Les habitants de Rhodes décidèrent d'immortaliser leur victoire et de remercier Hélios, qu'ils considéraient comme le protecteur de la ville. Les trophées restants du siège furent vendus et les fonds ainsi obtenus furent consacrés à la création d'un monument grandiose, le Colosse de Rhodes. Cette statue devait non seulement souligner la grandeur et l'indépendance de Rhodes, mais aussi servir de message au monde entier sur la force et l'unité de l'île. Le sculpteur Charès de Lindos, selon la légende, travailla à la création du colosse pendant 12 ans. La hauteur de la statue atteignait environ 33 mètres, ce qui en faisait l'une des plus hautes structures du monde antique. Le colosse représentait le dieu soleil Hélios dans une pose fière. Son visage était tourné vers la mer et sa tête était ornée d'une couronne de rayons de soleil, symbolisant son éclat divin. Dans une de ses mains, Hélios tenait une torche, indiquant le chemin aux marins, et son apparence inspirait le respect et la confiance dans la protection de l'île. Il existe un mythe populaire selon lequel le colosse se dressait à l'entrée du port et que les navires passaient entre ses jambes. Bien que cette version soit très probablement une invention artistique, elle souligne la grandeur de la statue et renforce sa légendaire renommée. En réalité, le colosse était très probablement situé à terre, non loin du port, afin qu'il puisse être vu de loin comme un symbole de protection et de prospérité. La construction du colosse de Rhodes devint un symbole de victoire non seulement en raison de ses dimensions grandioses, mais aussi grâce au profond symbolisme que lui avaient insufflé les habitants de Rhodes. Cette statue n'était pas seulement un monument, elle incarnait l'unité, la fierté et la puissance de la ville qui avait réussi à résister à un ennemi puissant. Le processus même de construction du colosse devint un acte de triomphe collectif. Toutes les couches de la société participèrent au projet, de la vente des trophées au travail de construction. Les citoyens ne se contentaient pas d'ériger une statue, ils créaient un symbole de leur résilience et de leur indépendance qui était important pour chacun. Chaque contribution à la construction renforçait le sentiment de communauté et de soutien mutuel entre les habitants. Il est important de noter que l'idée même de créer un colosse en offrande à Hélios incarnait la foi des Rhodiens en la justice divine. Ils croyaient que leur victoire était méritée, et la statue devint un rappel tangible que même les adversaires les plus puissants peuvent être vaincus si l'on agit avec détermination et foi. Un autre point important fut l'emplacement du colosse. Il fut érigé de manière à accueillir les navires approchant de Rhodes et à impressionner les visiteurs et les marchands. Ce n'était pas seulement une décision architecturale, mais aussi une affirmation du statut de Rhodes en tant que centre de puissance et de commerce en Méditerranée. La statue regardait littéralement la mer, accueillant les voyageurs et indiquant que Rhodes était une ville impossible à conquérir. Malgré le fait que le colosse de Rhodes devint un symbole de triomphe et de puissance, son destin fut tragique. Ce monument grandiose fut détruit à la suite de l'un des tremblements de terre les plus dévastateurs de l'Antiquité. La tragédie se produisit vers 226 avant Jésus-Christ, lorsqu'un puissant tremblement de terre secoua l'île de Rhodes. Le colosse, s'élevant à une hauteur d'environ 33 mètres, ne résista pas aux violentes secousses sismiques et s'effondra. Selon les sources antiques, des fragments massifs de la statue furent dispersés sur le territoire. Malgré cela, même à l'état détruit, le colosse continuait d'émerveiller ceux qui le voyaient. Pline l'Ancien écrivait que de nombreux voyageurs venaient à Rhodes uniquement pour voir les restes de cette statue gigantesque. Après le tremblement de terre, les habitants de Rhodes demandèrent l'aide de l'oracle de Delphes pour savoir s'ils devaient restaurer la statue. Cependant, l'oracle conseilla de laisser la statue détruite, expliquant cela comme un signe de la volonté des dieux.
Les Rhodiens obéirent à la prophétie et les restes du colosse restèrent sur place pendant plusieurs siècles. Les fragments de la statue restèrent au sol jusqu'au VIe siècle de notre ère, lorsque les conquérants arabes prirent Rhodes. Selon les chroniques, les restes du colosse furent démontés et vendus pour leur métal. La légende raconte qu'il fallut 900 chameaux pour transporter ces débris. Malgré sa destruction physique, l'héritage du colosse perdure. Cette création monumentale est devenue un symbole de courage, de résilience et d'unité, inspirant non seulement les auteurs antiques, mais aussi les générations futures. Le colosse de Rhodes devint l'archétype des statues grandioses et servit de source d'inspiration pour la création de nombreuses sculptures, y compris la célèbre statue de la Liberté à New York. Après le colosse de Rhodes, qui se dressait comme un symbole de force et d'unité, nous nous rendons en Égypte, où, sur l'île de Pharos, s'élevait le phare d'Alexandrie. Cette merveille du monde, qui impressionnait non seulement par son ingéniosité, mais avait aussi une immense importance pratique, devenant une des plus importantes structures de navigation du monde antique. Le phare d'Alexandrie fut construit vers le IIIe siècle avant Jésus, sous le règne de Ptolémée II Philadelphe, l'une des plus grandes métropoles commerciales et culturelles de la Méditerranée. La ville, fondée par Alexandre le Grand, se transforma rapidement en un nœud important du commerce international. Son port, protégé par l'île de Pharos, accueillait des navires du monde entier. Mais les rochers sous-marins et les eaux peu profondes rendaient l'entrée dangereuse. La nécessité d'un phare était dictée par la volonté d'assurer la sécurité des marins et de renforcer le statut d'Alexandrie en tant que principal port maritime. Le phare devint un symbole du progrès technique et des ambitions de l'époque hellénistique. Sa hauteur dépassait 100 mètres, ce qui en faisait l'une des plus hautes structures de son temps. Ce fut le premier phare de cette ampleur, et sa lumière, dit-on, était visible à près de 50 kilomètres. Le phare réfléchissait les rayons du soleil à l'aide d'un miroir métallique. Et la nuit, un immense feu brûlait à son sommet, entretenu par des services spéciaux pour les marins. Le phare était une étoile directrice, les sauvant des dangers. De nombreux auteurs antiques admirèrent son fonctionnement, décrivant comment il aidait les navires à atteindre le port en toute sécurité, même par mauvais temps. Mais le phare avait une signification non seulement pour les marins. Il renforça le rôle d'Alexandrie en tant que centre de commerce, de culture et de science. Sa lumière semblait dire à quiconque approchait de la ville « Vous êtes arrivés au centre du monde ». Le phare d'Alexandrie symbolisait également le pouvoir et la richesse des souverains ptolémées. Il témoignait de leur capacité à combiner les réalisations d'ingénierie avec les ambitions de devenir les leaders du monde hellénistique. Alexandrie attirait non seulement les commerçants, mais aussi les savants, les voyageurs et les artistes qui admiraient sa grandeur. Le phare d'Alexandrie ne fut pas seulement une réalisation d'ingénierie de son temps, mais un véritable chef-d'œuvre d'architecture et de technologie qui influença le développement de la construction pendant des siècles. Sa conception combinait des solutions innovantes qui lui permirent non seulement de remplir sa fonction principale, mais aussi de résister aux épreuves du temps et de la nature. Le phare fut construit en gros blocs de calcaire clair, ce qui le rendait visible même à grande distance. Ces blocs étaient assemblés à l'aide d'agrafes en plomb, ce qui conférait à la structure solidité et résistance aux tremblements de terre qui se produisaient fréquemment dans la région. C'était une solution avancée pour son époque, car elle permettait aux blocs de bouger légèrement lors des secousses, empêchant la destruction. La structure du phare était divisée en 3 niveaux, chacun jouant son rôle. La partie inférieure représentait une base carrée massive assurant la stabilité de l'ensemble de la construction. Le niveau moyen, une tour octogonale qui réduisait la résistance au vent et aidait à répartir uniformément la charge.
Le niveau supérieur, une tour cylindrique, était le plus léger et se terminait par une plateforme sur laquelle brûlait le feu. Cette solution à 3 niveaux n'apportait pas seulement une élégance visuelle au phare, mais assurait également sa stabilité pendant des siècles. L'une des caractéristiques technologiques les plus étonnantes du phare était le miroir utilisé pour réfléchir la lumière du soleil. La surface métallique polie permettait de diriger les rayons lumineux sur de longues distances, ce qui améliorait considérablement la visibilité pendant la journée. La nuit, le feu de poids au sommet du phare était allumé par un grand brasier dont la lumière était également renforcée par un miroir. C'était l'un des premiers exemples d'utilisation de la technologie réfléchissante en architecture. La longévité du phare s'explique non seulement par la qualité des matériaux et la conception réfléchie, mais aussi par son importance symbolique pour les Ptolémées. Le phare n'était pas seulement une structure fonctionnelle, mais un symbole de leur puissance et de leur maîtrise. C'est pourquoi sa construction fut réalisée avec les meilleures technologies et ressources de l'époque. Cependant, même les technologies les plus avancées ne purent protéger entièrement le phare des forces destructrices de la nature. Le phare d'Alexandrie tint pendant plusieurs siècles, restant non seulement un repère de navigation, mais aussi un symbole culturel. Cependant, une série de puissants tremblements de terre, notamment en 956, 1303 et 1480, lui causèrent des dommages irréparables. À la suite de ces tremblements de terre, le phare se réduisit en ruines et ses pierres furent utilisées pour construire une forteresse qui se dresse encore aujourd'hui à cet endroit. Le phare d'Alexandrie, qui s'élevait sur l'île de Pharos, eut une immense influence sur le développement des phares en tant que structure de navigation. Sa conception innovante et son ampleur définirent les normes pour la création de phares aux époques ultérieures. Il fut non seulement une merveille du monde antique, mais aussi un modèle pour les futures réalisations d'ingénierie. Avant tout, le phare d'Alexandrie établit le concept du phare comme structure multifonctionnelle. Il n'était pas seulement un repère pour les marins, mais aussi un symbole de pouvoir, de force et de grandeur culturelle. Cette idée de combiner utilité pratique avec esthétique et symbolisme se retrouva dans les phares construits au-delà de ses frontières. Même des siècles plus tard, les phares n'éclairaient pas seulement le chemin, mais devenaient aussi des monuments architecturaux, soulignant le statut des villes portuaires. Le phare d'Alexandrie eut une influence particulière sur les aspects technologiques. Sa structure à plusieurs niveaux, comprenant une base massive, des tours octogonales et cylindriques, devint un prototype pour de nombreux phares construits sur les côtes de l'Europe et de l'Asie. Par exemple, la structure à 3 niveaux assurait la résistance au vent et aux tremblements de terre et facilitait également l'entretien du feu. La technologie de l'utilisation du miroir pour réfléchir la lumière, bien qu'inférieure en efficacité au système moderne, fut en elle-même révolutionnaire. Le principe même de la lumière dirigée devint la base du développement de l'optique en navigation. Les phares modernes utilisent des lentilles de Fresnel et des systèmes optiques complexes, mais leur idée prend sa source précisément dans le phare d'Alexandrie, qui démontra pour la première fois comment la réflexion de la lumière pouvait améliorer considérablement la visibilité des marins. Le rôle symbolique du phare en tant que lumière dans l'obscurité fut également hérité du phare de Pharos. Pour les marins, le phare devint non seulement un repère salvateur, mais aussi un symbole d'espoir, de surmonter les dangers et de se rapprocher de chez soi. Bon nombre de phares modernes furent inspirés par la légende du phare d'Alexandrie, y compris des édifices célèbres comme la tour d'Hercule en Espagne et la Statue de la Liberté à New York, qui est aussi un phare et en même temps un symbole de grandeur et de liberté.
Parlons du destin des 7 merveilles du monde. Pourquoi la plupart d'entre elles n'ont-elles pas survécu? La réponse est à la fois simple et complexe. De nombreux facteurs y ont contribué, des catastrophes naturelles à l'insouciance humaine. Imaginez ces structures majestueuses, érigées avec des technologies qui pouvaient protéger le bâtiment contre la destruction. Les architectes et les constructeurs atteignaient des sommets de savoir-faire, utilisant pierre, bois, marbre. Mais même les matériaux les plus solides sont sujets à la destruction. Les catastrophes naturelles ont joué leur rôle. Par exemple, le mausolée d'Halicarnasse, qui tint plusieurs centaines d'années, fut détruit par des tremblements de terre et effacé de la surface de la terre. Le colosse de Rhodes, les tremblements de terre n'épargnent même pas les structures les plus solides, les brisant sous le poids de leur propre masse. L'activité humaine a également été une cause de perte. Le phare d'Alexandrie, qui s'élevait fièrement au-dessus de la mer Méditerranée, fut partiellement détruit par des tremblements de terre, mais finalement démonté par des gens qui utilisèrent ces pierres pour construire. Un sort similaire attendit d'autres merveilles. Certaines furent détruites lors de guerres, d'autres démontées et réutilisées, d'autres simplement oubliées. Mais la perte la plus dramatique fut sans doute celle de la bibliothèque d'Alexandrie. Bien qu'elle n'appartienne pas directement aux 7 merveilles, elle symbolise la même douleur de la perte que le colosse de Rhodes ou le temple d'Artémis à Éphèse, détruit par un pyromane dans l'espoir d'entrer dans l'histoire. Le secret de la durabilité des pyramides de Gizeh réside dans leur puissance. Les technologies utilisées par les constructeurs des merveilles disparurent ou perdirent leur influence avec le temps. Les pyramides égyptiennes survécurent parce qu'elles étaient trop massives et construites avec des technologies qui surpassaient leur époque. Les autres merveilles, plus délicates, étaient vulnérables. Elles n'étaient pas construites pour l'éternité, mais pour impressionner les contemporains. Elles laissèrent une trace dans l'histoire. Nous nous souvenons encore d'elles comme d'un symbole de l'ambition humaine, du génie et de la quête du beau. Le destin des merveilles nous rappelle que même les plus grandes réalisations sont temporaires. Mais le souvenir d'elles peut vivre éternellement si on le préserve et le transmet. La restauration et les analogues modernes des 7 merveilles du monde sont une tentative non seulement d'honorer la mémoire des chefs-d'œuvre anciens, mais aussi de s'en inspirer pour créer quelque chose de nouveau. Bien que les originaux soient perdus, à l'exception des pyramides de Gizeh, leur grandeur devint une source d'inspiration pour les architectes, les artistes et les ingénieurs du monde entier. Examinons comment l'humanité tente aujourd'hui de faire revivre leur mémoire. Certaines merveilles ont été tentées de restaurer littéralement. Par exemple, en Turquie, des archéologues et des architectes travaillent sur le site du temple d'Artémis à Éphèse. Pour l'instant, le temple n'existe que sous forme de colonnes isolées et de ruines. Mais sa reconstruction n'est pas seulement une tâche technique, mais aussi un projet culturel visant à restaurer sa grandeur passée. Il sera difficile de recréer le temple dans son intégralité, mais les technologies modernes permettent de réaliser des modèles 3D détaillés qui rendent compte de son élégance. Un autre exemple de tentative de faire revivre une ancienne merveille, des projets de construction d'une nouvelle statue gigantesque du colosse de Rhodes ont été proposés à plusieurs reprises dans l'histoire. Des ingénieurs ont proposé une structure plus résistante au séisme pour éviter de répéter la tragédie. Le phare d'Alexandrie, source d'inspiration, trouve également ses analogues modernes. Certains historiens et architectes rêvent de le restaurer à grande échelle pour qu'il redevienne un symbole de navigation maritime et de savoir-faire humain. En Égypte, on a même discuté de la création d'un phare moderne basé sur le design original mais utilisant les dernières technologies. Au-delà de la restauration directe, nous voyons la création de nouvelles merveilles du monde qui rendent hommage aux anciennes.
Par exemple, Dubaï, avec ses ambitions architecturales, rappelle les civilisations antiques qui aspiraient à créer l'impossible. Le Burj Khalifa, tour majestueuse, s'élève comme un colosse moderne au-dessus de la ville, démontrant la puissance des technologies modernes. L'harmonie entre nature et art se reflète également dans des projets tels que les jardins verticaux à Singapour ou le célèbre jardin sur le toit à Milan. Ces jardins modernes montrent comment les anciens rêves de paradis sur Terre trouvent également un écho dans notre époque. Le destin des 7 merveilles nous rappelle que l'inspiration humaine est éternelle. Nous ne pouvons pas ramener le passé, mais chaque nouveau projet est non seulement un hommage à la mémoire, mais aussi un rappel que le rêve humain, comme l'histoire elle-même, continue.